Salut les boys! Salut boys, ça va? Ça va, ça Salut va? Pat, salut Ouais, Seb. qu'est-ce que vous buvez là ce soir? Un petit gin pour moi, un petit gin Hmm. avec une bière de gingembre. Oh! Quel gin tu bois? Ouais. Ah, et c'est pas un gin québécois, c'est un gin Brockman Ok. de Londres. Donc, un Ouais, petit peu ben plus alors, sophistiqué ce toi, soir. mon Pat, Ouais. en pleine lumière. Ouais, la parole de j'ai Dieu. eu de la misère avec mon éclairage un peu, là. On va espérer que ça se place. Une C'est petite Jésus. Isa, ouais, c'est ça, la parole de Dieu. Une Indian Session de Boréal, un petit classique, là. C'est une bière de lundi, un 3,7% d'alcool, là. Ouais, je l'aime bien celle-là, je Ouais, l'aime bien. elle descend bien. Petite season Ah ouais, des quand brasseurs même. du monde. Là, t'as laissé tomber le vermouth à soir, Seb? Ben, je l'avais fini, si tu te rappelles bien. J'étais sans bière la semaine passée, puis j'étais allé 3 fois aux toilettes pendant le show. Ah, Là, il y a- J'ai pris encore de la bière, mais pas la même sorte. Ça me tente pas de retourner. Puis le gars veut plus faire les line-up à SAQ, fait qu'il attend. Bon, on start ça, les gars, Ah avec ouais, la petite donc? présentation. Yes, sir. ouais. Donc, bonsoir et bienvenue tout le monde à ce podcast SDH, une présentation de Until I'm Done. SDH 15, notre code promo pour 15% de rabais à la boutique physique au 1030 ou bien untilimdone.com. Et on remercie aussi notre partenaire, le groupe Air Force, qui font des nettoyages d'air climatisé, de ventilation, des conduites sécheuses qui, eux, présentent le Habsbin. Donc, aujourd'hui, au menu, on a un gros menu chargé. Vous avez peut-être vu aujourd'hui la petite infographie. Mais on a fait nos alignements là, du Canadien de Montréal pour les 2 prochaines saisons. On va parler du départ de Shane Churla, un gros morceau chez le Canadien. On va faire un petit retour sur KK, là, qui, on a vu que la fin de son prêt à l'équipe de la Finlande. Et puis, on va parler aussi du top 10 des gardiens là, qui a fait pas mal réagir aujourd'hui. Pas tout le monde qui est d'accord. Et puis, vers 20h45, on va y aller avec notre invité d'aujourd'hui, Sylvain Allais, qui est un conseiller familial pour les athlètes qui veulent aller étudier dans les prep schools américains, les universités américaines. Donc, il va nous parler de comment marche le programme scolaire américain, les démarches et comment tout fonctionne de ce côté-là. Donc, on y va pour commencer avec peut-être nos alignements du CH. Pat, Ouais, tu veux partir ça fort, on peut faire ça. Écoute, tu veux que je commence ça? Ben, tabarouette, je suis même pas réchauffé, esprit. Il me crache dessus, puis ah ouais, pas de préliminaire. Bon, ben écoute, ben, l'alignement de cette année, moi, je vais faire un petit comparable, là. Écoute, voici à ce que je m'attends cette année. La première ligne, Drouin, Suzuki, Anderson, d'après moi, c'est pas mal coulé dans le béton, mais écoute, on reste à voir, là. Notre petit Claude nous surprend. Tatar, Dano, Gallagher, Lekonen, KK, Hector Foley sur notre troisième. Byron, s'il est en santé, Evans et Armia. Puis moi, mon extra, c'est Belzile parce qu'il coûte pas cher. Puis il a quand même bien fait aussi dans les séries. Fait que ça, c'est mon alignement à l'attaque. Puis à la défense, ben, la défense, c'est assez clair. Là, pour vrai, notre top 6, il est pas mal défini. Là. Chariot, Weber, Edmondson, Petrie, Romanov, Kulak. Kulak, c'est quand même un beau luxe comme 6e défenseur. Ben, 5e, 6e défenseur. Puis je vois Mété puis Jolson rester à Montréal comme backup. Parce que Jolson, il faut que tu le mettes au balotage. Puis Mété, ben, avec l'expérience qu'il a... Mais Yosun, tu peux l'envoyer en bas pour conditionner ouais, pour une couple de semaines, mais c'est vrai que... Mais il n'est pas limité en certains... je suis pas sûr que tu peux le dropper 2 semaines. Il y a un nombre de jours. Okay. Il y a un nombre de jours, ouais, puis ouais, c'est ça exactement. Mais oui, après, c'est un nombre de jours, mais je me rappelle pas le nombre de jours exact, par exemple. Okay. Mais c'est vrai que après ça, tu vas falloir que tu le passes par le balotage, là. Mais donc, c'est ça. Ben, dans le filet, c'est assez clair. Là, c'est Price Allen. J'ai mis le salaire d'Osner, vu qu'on a fait le buyout. La première année est quand même assez élevé pour Osner.
Fait que si on veut arriver en dessous du cap, ben on soumet Will au balotage, puis au pire, on l'envoie à Laval. Pas Will, là, le petit préféré à Claude Julien, tu Ben l'envoies ouais, au balotage. c'est ça. Ben oui, bye-bye. C'est qu'on va faire jouer. T'as moins son préféré quand même dans les séries. Perdu des plumes, un peu le beau Will. Là. Ben, tu sais. Il avait une crevaison après ça. Ben, écoute, l'alignement de cette année, je pense qu'elle est pas mal déjà cannée, là, à moins qu'on ait une surprise dans les prochaines semaines. Mais il n'y a plus rien qui bouge. Même les agents libres se font plus signer. Là. Hoffman est toujours en attente que la Ligue annonce de quoi. On dirait les équipes sont pas prêtes à faire des moves avant de voir ce qui va se passer, ce qui va se négocier peut-être aussi avec les joueurs. Là. C'est toujours en pourparlers. L'agent libre avec restriction qui a signé aujourd'hui Jake DeBrusk à Boston. 2 ans pour 7,4 millions là, au total pour les 2 années. Donc, c'est raisonnable pour Boston. Là, mais c'est vrai que ça stagne un peu. Tempo, ils n'ont rien fait encore. J'ai hâte de voir ça. Non, c'est pas mal mort. Fait que là, comment tu veux marcher, Seb? Veux-tu nous parler de ton alignement de cette année, puis après ça, on enchaîne l'année prochaine? Ou? Ouais, je vais y aller avec cette année. C'est bon. Moi, ça ressemblait un peu la même chose avec Will soumis au balotage. Première ligne, Drouin, Suzuki, Anderson, Tatar, Dano, Gallagher, Lekonen, Keke, Toffoli, Barron, Evans et Armia. Toi, t'as mis bien des slash parce que tu laisses du jeu à Julien, j'imagine. Armia peut jouer ça à 3. Toffoli peut jouer ça à 3, comme à gauche comme à droite. Ouais, c'est ça. Okay. C'est plus à droite, mais il joue aussi à gauche. Là, fait que moi, je vois dans tes extras, tu as mis Peeling. Hudon! T'as mis Hudon! Explique-nous donc ça. On va revenir. Ouais, parle-nous donc d'Hudon. Ça dépend un peu. Parce qu'avec Will, on va être quand même à côté dans le cap. Là. Que je ne sais pas si on va avoir 3 extras ou bien 2 extras. Ou pas d'extras. Ouais, c'est ça. Mais il y a des équipes qui ont fonctionné comme ça. Les Jets ont fonctionné comme ça. Puis, tu sais, à vrai dire, s'il y a un blessé, on peut toujours faire venir quelqu'un. Puis son salaire compte pas. Puis, on est correct, bingo. Puis ce qui est le fun, ce qui est le fun avec Laval aussi, tu peux faire ça dernière minute, là. Quelqu'un se blesse à l'échauffement, il peut quasiment être là pour la game. Hein. Ouais, si les Canadiens jouent à Montréal, effectivement, c'est très bon. Hein. Bon point. Avec la pandémie, il n'y a rien de clair. Moi, je ne suis pas sûr que Hudon va revenir dans l'entourage du Canadien. Je pense que c'est fait, puis je pense qu'il ne reviendra pas avec le Canadien pantoute. Je pense que son prêt, c'est pour l'année aussi. Hein, en Suisse, je pense pas. Ça, je suis pas sûr. Okay. Je pense que c'est pour l'année au complet. Il me semble qu'il y a une option NHL, mais pas nécessairement avec le Canadien. Oui, en fait, ses droits appartiennent encore au Canadien de Montréal. Ça, je sais. Le Canadien, il a fait une offre qualificative, mais il n'y a pas de contrat. Il ne l'a pas accepté. Là, donc, les droits appartiennent encore au Canadien, mais il a signé en Suisse. Oui, je comprends CLP, mais moi, mon point, c'était plus que je pense que son contrat qui est signé en Suisse, il y a une option NHL dedans que si jamais il y a un contrat, il peut se sauver de son contrat et revenir jouer ici. Ouais. Mon thinking, c'est aussi qu'un gars comme Hudon, c'est moins grave de le mettre sur le banc. Qu'un gars, puis ou Belzile, ou qu'un jeune qu'on monte de Laval et qu'on ne fait pas jouer. Fait que c'est pour ça qu'un gars qui traîne comme Hudon, moi, ça dérange moins. Puis c'est un peu ça aussi qui arrive en général dans toutes les équipes. Ils ont des joueurs là, qui sont là, sont habitués de jouer 35-40 parties par année puis d'être sur le banc plus souvent qu'à leur tour. Mais c'est un peu comme ça que ça marche. Puis je pense que j'aime mieux quand même avoir Hudon que Belzile, mais sinon, je vois pas vraiment, à part Peeling, un jeune qui peut vraiment faire l'équipe là, pour le moment. Là. Mais Peeling, tu le mets comme extra, toi, ça te dérange pas tant s'il est à Montréal, mais il joue pas beaucoup. T'aimes pas mieux l'avoir à Laval, mettons? C'est pour ça que Peeling, il va peut-être être justement à Laval. C'est pour ça que je gardais 2 extras, Mété et Hudon. Je comprends. Quand je parlais des extras, je n'avais mis 3, là, mais
c'est aussi dans l'optique. Un ou l'autre. Dans l'optique que Péling serait peut-être à Laval. Tu sais, je veux dire, on s'obstine là, en train de parler là, du 4 c'est sérieux, ça ne change pas grand-chose pour nous autres, peut-être pour eux autres. Puis surtout au niveau du portefeuille, mais puis dans le fond, c'est sûr qu'un joueur aime mieux jouer dans la grosse ligue que dans la Ligue américaine, mais je pense qu'il n'y a peut-être pas vraiment de surprise pour cette année. Non, c'est ça. Puis là, ta défense. Écoute, ta défense, on n'en parlera pas, c'est la même que la mienne. Fait que, écoute, on va skipper cette année. Tout le monde est pas mal, a pas mal compris que c'est l'équipe qu'on a actuellement. Ben, je vais vous présenter mon alignement de l'année prochaine. Mais j'ai aussi beaucoup de mouvements à la Bergevin que j'ai décrits en bas. En gros, moi, Dano, je le signe. Là, je pense que c'est une pierre, un gros morceau du Canadien. J'y offre 6 millions pour 4 ans. D'après moi, quand même pas mal. Ouais, ben écoute, ça vaut ça. Là. On donne de l'argent à des gars qui n'ont pas grandi dans l'organisation. Pourquoi qu'on n'est pas capable de payer notre Dano? Mais écoute, je réussis à tout avoir. Là. C'est sûr que là, je ramène Armia, Lekonen, KK à 3,5 pour 2 ans. Mais tu sais, si KK explose cette année, je va peut-être être plus dur de leur signer à 3,5 puis d'y faire signer un contre-bridge, mais je pense que c'est raisonnable. Lekonen, il ne produit pas. Il ne peut pas faire bien plus que 3,5. Byron, j'essaie de le passer en mettant un Byron puis un choix contre pas grand-chose, où je mets un prospect peut-être niveau B, soit à Ottawa ou peu importe l'équipe qui va le prendre. Là, parce que Byron, c'est probablement son contrat, il est problématique. Là. Puis moi, ce qui va me sauver, c'est Chariot ou Edmondson. Je suis pas mal sûr que c'est un de ces deux gars-là qui vont s'en aller à Seattle, parce que c'est des gars hyper stables, hyper fiers. Fiables, excusez. C'est des gars fiers. Fait que, ben avec tout ça, je te dirais que je suis capable de me faire mon alignement, même avec Dano, avec tous les gars que j'ai re-signés, Armia. Tu sais, Armia, je me disais, j'hésitais. Je disais, on est peut-être capable de l'échanger à une autre équipe à la fin de l'année, au moins ses droits. Mais. Tatar, bye-bye, là. Ouais, Tatar, ça, c'est pas mal clair. Là. Tatar s'en va. Sinon, tu sais, notre défense, ça n'a pas l'air folle non plus, même si tu enlèves un des deux gars, là, Chariot avec Weber. Romanov, l'année prochaine, je le vois jouer avec Petrie. Puis on a un Jolson, Fleury qui risque de prendre cette place-là, c'est la troisième paire, avec Kulak, que lui aussi je garde dans l'environnement de l'équipe. Allen baisse son salaire. Là, c'est sûr que Gallagher va gagner plus cher. J'ai mis Teasdale. J'espère que Joel Teasdale va être capable de se faire une place sur notre quatrième ligne aussi. Mais je vois bien des jeunes aussi prendre. Tu sais, Peeling va prendre une place dans l'alignement. Ionen, si c'est pas Ilonen, ça va être un autre jeune qui va prendre la place de l'extra. Écoute, ou un vétéran. Là. Il y a plein d'options, mais écoute, tout fonctionne, je pense. Moi, je vais être franc avec toi. Ton alignement, je la trouve quand même pas super, mais moi, Dano à 6 millions, je passe. Ah ouais, tu passes? Pour moi, c'est trop payé pour Philippe Dano. Je pense qu'au bout d'un... Peut-être dans 2 ans, là, il va tomber dans la 3e chaise là, pour le Canadien de Montréal. Tu vas avoir Suzuki à payer. Tu vas avoir Romanov. Là, c'est sûr, c'est pas tout de suite. Là. On a encore bien du temps pour ça, mais Dano à 6 millions, écoute, c'est cher payé, je trouve. Pour peut-être un 3e centre. Là, moi, j'ai une question pour toi. Admettons qu'on met... Dano, là, il est sur ta 3e ligne, mettons, là, dans 2 ans, là, on le met sur notre 3e ligne. Tu fais confiance à Suzuki ou pour shutdown le meilleur gars l'autre bord? Moi, je pense que Dano va rester dans cette chance-là. Va rester dans cette chaise-là. Moi, j'aime pas, Suzuki, je pense. J'aime avoir Dano, moi aussi, que Suzuki pour shutdown. Suzuki, c'est rendu le gars qui est là pour faire produire les autres, pour amener des points au tableau. Là. Il n'est pas là pour jouer défensif et de faire endormir le monde. T'offres quoi, LP, à Dano? Peut-être pour en revenir sur ce point-là, je pense que tous les bons centres two-way dans la Ligue nationale sont capables de faire les deux. Là. Sont capables de produire et sont capables de shutdown les meilleurs attaquants adverses. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Suzuki est capable de le faire. Là.
6 millions pour un troisième. Un gars de shutdown, écoute, je m'excuse, là, mais c'est cher payé, là, les gars. Come on, là. Ben. Moi, je pense qu'à 5 millions, moi, là, on peut commencer à parler. Je ne mets pas à 6, là. Je parlerais peut-être plus de 5,5 ou dans ces eaux-là que 6. Wow, 5,5, 6, là. On parlait dans le même range. Comme troisième centre à Washington, qui était donc cher à 4 millions. Puis là, finalement, on dit on l'aurait gardé, avoir su, ça aurait été bon comme troisième centre. Puis là, ben, on a un peu la même chose. Ben, je suis pas d'accord. Dano est mieux qu'Heller. Ouais, quand même. Non. Dano est beaucoup mieux que Lars Eller, ça c'est sûr, certain. Complet. Mais quand pas même, sûr. Moi, je trouve que c'est comparable, honnêtement. Tant qu'à payer 6 millions pour Dano, je payerais, mettons, un gars comme Rick Holla pour jouer ce rôle-là sur une troisième paire, là, sur une troisième ligne. Écoute, c'est beaucoup d'argent. Ça se défend, là, mais moi, sur ton point là, que tu disais, n'importe quel bon joueur de centre est capable de jouer contre n'importe quelle ligne, oui, mais c'est pas pareil. T'sais, Suzuki, il va se défendre très bien. Il n'aura jamais l'air fou, ou pas souvent, contre les meilleurs attaquants. Tu veux pour lui. Par contre, tu veux que ce gars-là se concentre sur son attaque, puis quand tu embarques un Dano, lui, tu lui dis, ce gars-là, t'es comme la queue du rat, là, tu le suis partout où il va, là. Mais ça, je le comprends. Ça, je le comprends, mais je trouve qu'à 6 millions, c'est cher payé pour un gars comme ça. Je pense que. Mais t'as raison, mais. Je pense que sur le marché des joueurs autonomes, tu peux trouver comparable, peut-être pas aussi bon que Philippe Dano, mais je pense que tu peux trouver un comparable qui va jouer le même rôle pour moins cher. Là. Parce que là, mais si tu donnes 5,5 au lieu de 6, là, enlève 6, 5,5, tu le gardes-tu ou... Là, vous autres... Là, on se battra pas pour ça. Non, ben c'est ça, c'est du niaisage. Quand vous allez magasiner, vous autres, la paire de jeans qui est 40$, c'est trop cher. Mais à 36,99$, quelle aubaine! Tu sais, c'est la même affaire, là. Moi, je targeterais aux alentours de 5 millions par saison. Je pense que c'est là que Marc Bergevin veut aller. Puis c'est justement pourquoi Philippe Dano n'a pas encore signé son contrat, tout simplement. Ça se peut, ça c'est vrai. Puis moi, je pense que Marc Bergevin, justement, va prendre le guess. Va prendre le guess de voir comment se déroule la saison qui s'en vient, s'il y en a une, là, bien sûr, parce que là, en ce moment, ça branle dans le manche, mais je veux dire, il va attendre de voir le rendement de Keke, il va attendre de voir le rendement de Suzuki, peut-être un gars comme Heaven aussi, tu sais, là, on va loin quand même, là. Je le vois pas ailleurs que ça à 4, Evans. Je fais juste en train de dire qu'il va checker ses options cette année, puis il va voir quelle sorte de contrat il peut offrir. Est-ce que Dano, pour lui, à la fin de la saison prochaine, va être indispensable au Canadien de Montréal? Peut-être que Dano ne sera plus indispensable au Canadien de Montréal. Peut-être que Keke va avoir pris du galon. Peut-être que Suzuki va avoir pris du galon. C'est là que Marc Bergevin va prendre la décision. Non, je ne veux pas payer 6 millions par saison pendant 5 ans pour Philippe Dano parce que je vais avoir Suzuki à payer, puis je vais avoir Keke à payer, puis Romanov à payer dans 3 ans. En tout cas, on peut aller loin, là, mais... je comprends. Je sais pas. Moi, je pense que c'est pour ça que Philippe Dano n'a pas encore signé son contrat. C'est justement pour ça, tu sais. OK, ben écoute, on a Martin qui n'est pas d'accord à 6 millions, désolé. Combien t'es prêt à donner, Martin, toi, pour Dano? Ton max, c'est quoi? On a Nicolas Graham aussi. Salut, Nicolas. Il a fini 6e pour le Selkie quand même. C'est un excellent point. Mais jamais il va lui donner 6. 5 millions max pour lui. Fait qu'il est pas mal de ton avis. Il est utile, mais pas à 6 millions. Il n'en vaut pas ça. Ouais. Mais bon, écoute, ça se défend. Je veux dire, c'est ça. On aimerait tout ça. Là. On tire la couverte de notre bord. Tu sais, la question, c'est plus, voulez-vous le garder ou vous ne voulez pas le garder? Ouais, c'est juste une question d'argent à un moment donné. Je veux dire, je pense que mais l'argent est important mieux le garder. Quand même. Oui, je sais, mais tu le remplaces par qui si tu ne l'as plus? Là, c'est de l'improvisation quand même rendu là. Ouais, Martin nous amène un bon point. Aller chercher il nous dit, Dano, aurais-tu 6 millions ailleurs? Moi, je suis convaincu que oui. Là. Admettons que le Canadien ne fait pas d'offre, là, et quelqu'un qui n'a pas une bonne ligne de centre va le signer comme deuxième centre, puis that's it, là. C'est sûr qu'il va l'avoir. Probablement, oui.
Nashville ou Columbus, quelque chose de même. Nashville, Columbus, écoute, les Jets de Winnipeg aussi qui vont avoir besoin d'un centre après la prochaine saison. Là. Il reste un an au contrat à Paul Stastny. Il y a 36 ans, 34, 36, Stastny, pas jeune. Là. Ouais, c'est ça. Il sent pas mal. 85. Donc, c'est ça. C'est clair qu'une équipe va y offrir ça, c'est clair. Mais puis moi, je suis convaincu qu'il va produire. Il joue jamais sur le power play, puis il fait quand même 50 points par année, Dano, tu sais. C'est pas rien, là. Mais bon, écoute, ça se défend, mais c'est à ton tour, mon Seb. Je vais te mettre ça à l'écran. Good. Que Drouin, Suzuki, Anderson encore. Okay. J'ai mis Lekonen, Toffoli, Dano, Gallagher. Parce que Lekonen, ça a deux. OK. C'est parce que Tatar sera plus là. Toffoli, c'est plus un allié droit qu'un allié gauche. Puis en général, Julien aime mieux faire jouer les droitiers à droite, les gauchers à gauche. C'est pour ça que j'ai mis des slash partout. Mais est-ce que Julien va être là l'année prochaine? C'est un autre débat. Mais oui, là est la question. Ouais. Donc, la troisième ligne, c'est un peu la même chose, là, sauf KK qui va être 3 ou bien 2. Dano rendu 3. Sûrement Dano, c'est la troisième ligne dans 2 ans. Toffoli, Armia. Payling va monter régulier dans le club. Evans, Armia. C'est là que j'avais enlevé Hudon parce que je pense que Hudon, il restait comme 1 an. Fait que, après cette année, dans ma tête, il ne serait plus là pour de bon. Puis, extra, je mettais. Ouais, cette année, ils ont fait une offre qualificative. Fait qu'il est restricted, mais il n'a pas signé de contrat avec le Canadien cette année. Mais tout dépendant du contrat que le Canadien, si jamais il signe, là, on ne peut pas savoir combien d'années ils vont le faire signer. Là, mais... Okay. Ouais. Ben, je pensais que ça. Je me suis dit que ça serait pour 1 an. OK. Puis, dans le fond, j'ai mis Teasdale aussi. Peut-être un gars de profondeur, là, UFA. Comme à la Thompson, là, comme que Bergevin les aime. Bergevin les aime bien. Ouais, vas-y. Moi, la différence dans mon line-up, c'est que c'est pas un des 2 défenseurs qui va quitter. D'après moi, c'est peut-être Allen. OK. Toi, tu penses qu'Allen... OK. Ça se peut bien. Je pense que si... Mais t'as pas mis Lindgren. Non, c'est fini, ça. Le compte de fées est terminé. Tu as donné sa chance. Mais c'est ça, dans le fond, d'après moi même, si Seattle veut un des 2 défenseurs, je vois même Bergevin offrir quelque chose ou un choix pour que l'équipe que l'équipe prenne Allen au lieu des défenseurs, d'après moi. C'est pas fou. Mais tu as quand même Primo, là, à m'emmener dans 2 ans, il va être prêt. Là, tu sais. Mais Nick amène un bon point. Le Armia sur ta carte, là, c'est un peu cher payé. Puis, il va-tu vraiment être utile sur une 4e ligne? Ben, c'est un des préférés aussi à Julien. De Claude Julien. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y en aura... S'il veut jouer sur les 3 premières lignes, Armia, il va falloir qu'il aille jouer à gauche, selon moi, ou que Toffoli joue à gauche. Moi, je le vois plus de même. Là. Ouais, moi aussi, je le vois plus comme ça. Je vois peut-être plus un gars comme Byron ou Lekonen jouer sur une 4. Je pense que ça serait une belle 4e ligne. Là. C'est sûr que les options, c'est que Byron, on voudrait tous qu'il soit plus là puis qu'on l'échange contre un petit choix de 5e ronde, mais je pense pas que c'est même aussi facile. Moi, je l'aime, Byron. C'est juste son contrat que je trouve qui est encombrant pour ce qu'il va amener à l'équipe, t'sais. Surtout avec toutes les acquisitions. Après son combat contre Mackenzie Weegar, là, où c'est que ça a fait passer une knockout, là, c'était plus le même. C'était plus le même Byron. Un peu comme quand Commissariat que ça a fait passer une knockout par Milan Lucic. Il n'est jamais revenu comme il était avant. Ouais, mais ce qu'il n'a pas aidé Commissariat, c'est qu'il jouait plus que Markov. Après, il sacré son camp à Toronto, puis ça a changé sa carrière. C'est vrai, ça. Mais écoute, la défensive, pour revenir sur ton line-up, Seb,
je sais pas, ça va dépendre aussi du rendement de Romanov aussi cette année. Si Romanov va être capable de prendre peut-être un rôle plus grand en 2021-2022, peut-être qu'il va vouloir peut-être laisser aller un des deux défenseurs, soit Sherrod ou Edmondson, de ne pas les protéger pour... Ouais, Fleury, Jolson, je pense, c'est des gros morceaux. C'est des grosses années pour ces deux gars-là. Là. Ouais, il y a Fleury, il y a Jolson. Écoute, il y a aussi Jordan Harris qui joue du très bon hockey au niveau NCAA. Est-ce qu'il va aller passer une année complète à Laval? Probablement. Ouais, moi je pense qu'il faudrait. Les gens ne sont pas prêts. Non, on peut pas le savoir tant que 2021-2022 n'arrivera pas. Là, c'est ça. Mais dans un camp, il y a toujours des surprises. Il y en a une ou deux, des fois, la plupart du temps. Donc, est-ce qu'un gars comme Jordan Harris ou un gars peut-être comme Norlinder qui va faire le saut l'année d'après, il y a 2 ans à Frolunda, mais il n'y a rien qui dit qu'il passera pas sûr. Mais bon, je lance ça comme ça. Ouais, ben t'as raison. Ma question, moi, c'était, là, on n'a pas parlé encore de Cole Caulfield, là, puis LP, à chaque fois qu'il entend son nom, il est excité. Mais ton pari avec Mathieu Campo, là, c'était... Ben, c'est un pari avec toi aussi. C'est un pari avec toi aussi. Rappelez donc au monde, là, c'est quoi le pari? Le pari, là, on a fait ça dans notre petit groupe, là, en fait, c'est que Seb Matt, il disait que Cole Caulfield allait faire son entrée dans la Ligue nationale dans 4 ou 5 ans. Donc, moi, je trouvais ça un peu excessif. Là. Être régulier, là. J'ai pas dit jouer à une game, là. Non, mais c'était 60 matchs dans la Ligue nationale en 1 an. C'était ça. Donc, toi, tu disais que dans 4-5 ans, elle allait jouer 60 matchs. Pas 4-5 ans, j'ai dit 4 ans, peut-être 3. Bon, il chante déjà son... toi, tu disais justement... Tu disais dans 2 ans, toi. Ouais, je disais dans 2 ans que Cole Caulfield allait jouer 60 matchs dans la Ligue nationale. Puis, premièrement, il vient d'écrire... Dans 2 ans, c'est 2021-2022 ou... Comment t'as dit ça? Ouais, 2 ans, c'est pas l'année qui s'en vient là. 2022, 2022, 2021-2022. Donc, là, tu nous as pas dessiné sur nos line-up. Non, mais écoute, c'est très possible qu'il ne joue pas en 2021-2022. Moi, j'ai confiance qu'il le fait. Justement, il joue ce soir Cole Caulfield et je regardais le match avant de commencer le podcast. C'est catastrophique ce qu'il y a à Wisconsin. Écoute, c'est pathétique. Archi dégueulasse à voir. Là. Écoute, il n'y a pas d'équipe, mais pas pantoute là-bas. Il joue à 5 attaquants sur le powerplay. Il a toujours joué de son côté one-timer sur le powerplay. Il est rendu qu'il joue à def parce qu'il n'y a pas de défenseur. Ils n'ont plus rien en arrière. Ah non, c'est atroce. Je regardais encore le match tantôt avant le podcast. Mathias Brunet a fait sa chronique là-dessus justement aujourd'hui. Il parlait de Caulfield puis de l'équipe qui l'entoure, que ça va être une année bien difficile. Ouais, puis là, tu vois, là, il y avait Dylan Holloway qui était premier centre là-bas. Il est parti au camp junior. Mais qu'il revienne, ça va aider. Là, il y avait le centre de Cole Caulfield qui s'est blessé au dernier match. Donc, il est rendu qu'il joue avec son frère, Brock Caulfield. Qui est un gars d'à peu près de 3-4e ligne. Le 4e ligne dans une bonne équipe. À dire 3-4 points par année. Parce que c'était il n'a pas fait comme 12 points en carrière. Là. C'est pas un gars c'est pas un Cole Caulfield 2. Là. Non, justement, la question, c'est peut-être aussi, justement, à cause que ça peut peut-être ralentir sa progression. Est-ce que le Canadien ne serait peut-être pas tenté de l'amener plus tôt, peut-être, à cause de ça, justement? Moi, je crois pas. Je pense pas que ça régresse sa progression. Je trouve justement que ça lui donne des outils de plus. Ouais, démerde-toi. Ouais, c'est ça. C'est démerde-toi, puis essaye de faire fonctionner cette équipe-là. Cole Caulfield, ce que je viens de voir, je pense qu'il vient de marquer son premier but de l'année. Il y avait 4 passes en 4. Il y avait 4 passes en 4 matchs. Il a marqué, je pense, ce soir. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer parce que je suis pas sûr à 100%, mais bon,
c'est vrai que ça aurait pu être tentant, mais je pense qu'une année difficile à Wisconsin, ça va être bon pour lui. Tony Granato, c'est quand même un très bon coach. Il va pouvoir y enseigner des bonnes affaires. Puis, il y a quand même quelques points à améliorer, Cole Caulfield, dont son physique. Là, on s'entend tout là-dessus. Mais il y a plus que ça. Comme que Mathias parlait, que moi, j'ai trouvé que c'était un de ses points le plus amélioré, c'était que souvent, en zone défensive, il triche, tu sais. Il veut partir avant que le puck, avant que son équipe prenne le contrôle de la rondelle. Donc, c'est un peu ça. Mais écoute, je pense pas que ce soit une année perdue pour lui. Ça va être une belle année. Puis, moi, j'avais confiance qu'il va pouvoir aller jouer 60 matchs avec le Canadien. Puis, je vais vous le dire tout de suite, tout va dépendre de l'avantage numérique du Canadien cette année. L'avantage, c'est encore oublie ça. Le Cole Caulfield va jouer avec le Canadien 60 matchs en 2021-2022, puis ils vont l'essayer du côté gauche au cercle des mises en jeu. Prenez des notes. LP a parlé. Mais moi, sur ce, on change de sujet. On finit ça en force. Pow! LP a dit ça. That's it. À la fin du prêt de Kéké avec l'équipe de la Finlande, pensez-vous que ça l'annonce un retour des activités de la Ligue nationale bientôt? Ou... Moi, je pense que c'était déjà prévu. Là. Je pense que le prêt était vraiment jusqu'à cette date fixe. Puis qu'il espérait qu'il se passe de quoi. Sinon, si c'était pour que la Ligue, ça progresse pas pour le retour du hockey, je pense qu'il aurait juste prolongé. Là, ça doit progresser comme ils veulent, comme ils s'attendaient. Donc, il suit le plan comme il était prévu. Fait que moi, je pense que c'est positif pour le retour du hockey. C'est-tu réglé? Pas mal sûr que non. Mais c'est bon signe, tu sais. Sinon, on a eu une annonce, là, mais je pense que ça devrait venir dans les prochains jours, prochaines semaines. Là. Mais oui, comme moi, je pense que c'était pas mal prévu que fin novembre, ils reviennent. Ils commencent à penser à revenir en Amérique du Nord parce qu'il va y avoir un 14 jours de quarantaine. De quarantaine, justement. Donc, si la saison reprend janvier, là, il y a un target 1er janvier, mais je pense que ça ressemble plus à mi-janvier. Là. Mettons qu'on se dit mi-janvier, ben, les camps vont commencer mi-décembre. Ouais. Donc, tu sais, la quarantaine, il faut qu'elle se fasse pour Kéké. Donc, oui, je pense que c'était déjà dans les livres, là, comme quoi qui finissait son prêt et qui s'en venait après. Puis aussi, qu'est-ce que vous pensez de ces stats, là, 0.5 games, puis après, boum, il débloque? C'était un peu ce qu'on s'était dit là, dans le premier match. Là. Je pense que c'était Freeze qui était venu nous donner une coupe de stats des joueurs canadiens en Europe. C'est ce qu'on disait, tu sais. Écoute, il y a une période d'apprentissage là-bas, nouvelle équipe, nouveau pays, nouvelle ligue, retourne sur les grandes surfaces. Tu sais, à un moment donné, puis il était pas bien entouré, là. Il n'y avait pas une grosse équipe là-bas, mais là, tu as vu qu'il a commencé à prendre ses aises, puis après ça, c'était 1 point par match avec pas grand monde qui l'entoure. Il a fait des super beaux jeux, des belles passes. Tu sais, les highlights que j'ai vus, moi, là, c'était du beau Kéké. C'était à prévoir aussi, hein, parce que la saison là-bas était déjà commencée. Aussi, bon, lui, il a joué un style nord-américain pendant les 2 dernières années. Il frappait tout ce qui bougeait. Il frappait tout ce qui bougeait en play-off. Là, il arrive là-bas, la glace est plus grande, c'est un style plus européen. Les activités là-bas étaient déjà commencées. Donc, oui, c'était à prévoir que Kéké allait avoir une période d'adaptation, mais c'est sûr qu'il allait produire. Là. Kéké, écoute, c'est un gars de la Ligue nationale. Il est dans une bonne ligue, là, mais quand même, à 17 ans dans cette ligue-là, Kéké, il a obtenu 29 points en 57 matchs à 17 ans. Là. Donc, à 20 ans, c'est sûr qu'il allait produire. Là. C'était une question de temps. Puis, pour avoir regardé une coupe de matchs, je trouvais c'était pas mal lui le joueur le plus dangereux à la patinoire. Là. C'est juste qu'en plus, comme que Pat disait, il jouait avec les alliés pas terrible. Sa la première ligne, il y avait Nick Merkley, un espoir des Devils, mais quand même, ils l'ont pas mis avec Nick Merkley. Même si j'aurais voulu le voir avec Nick Merkley, c'est sûr qu'il n'allait pas le mettre sur la première parce que tu veux pas tasser tes gars qui vont être là pendant toute l'année. Pour un gars qui va. Il savait qu'il était là pour un mois, là, lui. Oui, exactement. Donc, ils l'ont mis ça à 2 parce qu'il est talentueux. Là, il n'avait pas le choix de le mettre là. Il n'avait pas pu le mettre ça à 3 puis ça à 4 là, quand même. Là.
Mais non, écoute, 8 points en 10 matchs pour KK. Puis, correct. C'est des bonnes stats là-bas. Là. Mm-hmm. Ouais. Puis du côté aussi de Shane Sherlock, on a appris là, qu'il quittait pour les Panthers de la Floride pour le même rôle, là, dans le fond, directeur du recrutement. C'est quand même un gros morceau qui part du côté du Canadien. Moi, je trouve que ça a passé un peu sous silence, cette nouvelle-là, aujourd'hui. On n'a pas vu tant d'articles, puis ça... Oui, tu sais, ça a sorti, là, le RDS en a parlé, TVA aussi, là, mais, tu sais, moi, je trouve que c'est un gros morceau que le Canadien vient de perdre, tu sais, Timmins, là, ça reste que... Tu te poses la question quand ça arrive. Le gars, il fait un move de côté, tu sais, puis il a pas monté, là. Fait que, tu sais, Timmins doit prendre encore beaucoup de place dans le Canadien, puis il s'est senti qu'il y aurait plus de lousse tout seul en Floride. Moi, c'est ce que je pense, là. C'est exactement ça, je pense aussi, ouais. Mais je pense que c'est un gros morceau quand même, parce que depuis qu'il a été mis là, le Canadien a quand même des bons repêchages, là, depuis je pense, les 4 dernières années qu'il était recruteur, directeur principal. On l'a vu dans les petites vidéos que le Canadien fait depuis 2 ans. Tu sais, les vidéos de repêchage, là, ils mettent une caméra sur la table. Là, on voit que c'est Timmins qui roule le show. T'as Bergevin qui essaye de changer des choix. Tu sais. Il est même, je peux-tu l'échanger? Tu veux-tu que je l'échange? Là, t'as Timmins qui est à côté puis il dit non, échange. Si je veux repêcher, là, il dit OK, c'est bon, je te laisse ce choix-là, mais le prochain, je l'échange. OK, c'est bon. On dirait un enfant avec des billes, s'il essaie d'échanger ses billes. On dirait que tout est calculé quand même, là, mais tu vois que c'est Timmins qui roulait le show, là, même si Timmins... Ouais, mais les boys, je pense que j'en avais parlé, mais j'avais une discussion avec Michael Lalancette aussi, puis parce que je disais, dans le fond, pourquoi tout le monde dit « Ah, Timmins, c'est le choix de Timmins ». Maintenant, c'est Shane Sherlock depuis 2017. Il dit « Ouais, mais c'est vraiment Timmins qui a encore le dernier mot. » C'est ça qu'il m'avait dit. C'est lui exactement qui supervisait tout. Fait que, d'après moi, je vais abonder dans le même sens que vous dites. Puis c'est probablement peut-être pour avoir un petit peu plus de liberté du côté de la Floride. C'est clair qu'il n'y aura pas un Timmins à côté de lui là, en Floride. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non, mais tu le voyais, là, tu le vois dans les vidéos, là, comme tu dis, Seb, c'est vraiment Timmins qui avait le dernier mot. Là, à chaque fois que Bergevin s'en revirait vers Timmins, il demandait bon, c'est lequel qu'on prend. Là, Timmins disait bon, le petit scoreur, Caulfield, ou le dieu grec, Struble. Le dieu grec. C'est le monde qui l'a appelé, le Greek God. Ils n'ont pas montré cette année. Hein? On a vu les Maple Leafs en ont fait un. Ouais. Mais les Canadiens n'ont rien sorti encore. Je ne sais pas s'ils vont le faire. C'était super intéressant. Moi, je triple être dans les coulisses. Là. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je trippe bien sur ce genre de vidéos-là. Puis j'espère qu'ils vont en faire un, justement. Ben, les Leafs, justement, ils parlaient de. Ils hésitaient entre Goalie puis. Voyons, c'est qui le Amirov. Ouais, c'est ça, Amirov. Puis, là, c'est quand même pas si pire, là. Amirov était là, ils ont sauté dessus, mais Goalie aurait pu sortir avant. Ouais, exact. Non, mais j'espère que le Canadien va en faire un, même si le draft il était excessivement long cette année. Fait qu'il va y avoir du travail vidéo à faire. C'est fou. Ben, j'ai hâte de voir aussi qui le Canadien va mettre à la place de Sherlock, justement, aussi. Là, ça va être intéressant de suivre ça. Peut-être un gars comme Martin Lapointe, qui était déjà dans le système. Ben, c'est ça que je me demande, moi, parce que, le rôle que Lapointe a versus le rôle que Sherlock avait, pour moi, c'est 2 affaires, T'es-tu bon pour développer le kid que tu te mets entre tes mains, ou t'es bon pour trouver c'est qui va être meilleur dans ces kids-là dans 5 ans, mettons, tu sais. Pour moi, c'est vraiment différent, mais peut-être que Lapointe est là aussi, puis c'est dur à dire. Ouais, c'est sûr que ça serait chiant. Ça serait chiant si c'est un gars de l'extérieur, en tout cas. Ben là, moi, être le Canadien, il va chercher un gars des États, tu draves juste là. Peut-être un Donald Odette aussi, peut-être qu'il est dans l'organisation.
depuis une couple d'années. Ou peut-être. Ben, Shane Shurla était là depuis 2013 comme simple scout pendant 3 ans avant d'être directeur. Ouais, mais c'est ça. Mais ça tu risque sais, d'être ça. ça a plus de sens un scout qui monte parce que c'est de l'évaluation de talent et non du coaching, développement, là, tu sais. Mais on va voir. Ça va être bien intéressant de voir qui va avoir ce job-là dans les prochaines semaines. Oui. Le 41, est-ce qu'on y va avec le top 10 des goalers ou bien on va à notre invité tout de suite? Moi, l'invité? Pas Ouais. ce que t'en penses? Que je vais. Bon, let's go. Je signale. On parlera des gardiens après notre invité s'il nous reste un peu de temps. Parce que c'est un sujet quand même controversé ici, hein, quand on met des gardiens en haut de Carey Price là, dans le top 5 dans le top 10. Là. Bishop 4e. Là, vous Bishop 4e. Vous faites vos agaces pas mal, là, parce que... Ah, ben notre ami Sylvain vient d'arriver. Oh, on vient de perdre ta caméra, Sylvain. Sylvain, une fois. On vient de perdre, attendez. Oui. Oui. Ah, voilà. That's it, c'est bon, ça. Bonjour, Sylvain, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Mm-hmm. Ben oui, ça va super. Sylvain, je vais te laisser te présenter. OK. On y va comme ça, là. Let's go. OK, alors, je suis un ancien commentateur de sport à la radio et la télévision à Montréal. J'ai eu le plaisir de travailler à l'ancêtre d'RDS qui s'appelait TVHQ 25, où j'ai fait le hockey collégial, la Ligue junior majeure du Québec, la Ligue américaine, quand Sherbrooke avait une équipe dans la Ligue américaine qui était la filiale des Jets de Winnipeg à ce moment-là. Donc, moi, j'ai connu Rick Bonus quand il était joueur-entraîneur à Sherbrooke. Ça me donne... Joueur-entraîneur. On dirait un film. Ça vous donne une idée de mon âge. On retourne dans Slapshot. Oui, quasiment. Puis j'ai eu le plaisir de jouer dans l'ancien compte et de décrire le fameux match canadien-nordique du Vendredi Saint à la radio. C'était mon premier dans la Ligue nationale. C'était mais non, le premier match, t'as pogné ce match-là. Oui, exactement. Incroyable. Alors, 2 bagarres générales. Et après la première bagarre, tu sais, Bruce Hood, qui était l'arbitre du match, avait envoyé les 2 équipes dans le vestiaire. Alors, tu sais, nous, tu es à la radio, tu ne peux pas dire on va faire une pause, on va revenir quand le match va reprendre. Alors, tout ce qui bougeait sur la galerie de presse, on les a passés en entrevue. C'est bon, ça. On n'a pas eu le choix. Et depuis une couple d'années, maintenant, je place les étudiants athlètes dans les prep schools aux États-Unis parce que, mon fils a fait tout le processus. Alors, au fil des années, j'ai développé beaucoup de contacts aux États-Unis. Puis, c'est ce que je fais actuellement. Je suis là-dedans, là, présentement, avec des familles du Québec. Oui, exactement. On a fait une petite infographie plus tôt dans la journée. Puis, en début de show aussi, je t'avais présenté comme Sylvain Allais, le conseiller familial pour les jeunes qui veulent étudier dans le programme scolaire américain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le processus de comment que ça marche? Comment tu viens à parler à ces athlètes-là, à leurs parents? En fait, j'étais assez chanceux. J'ai pas eu vraiment besoin de faire de publicité. Ça a été le bouche-à-oreille et non le bouche-à-bouche, le bouche-à-oreille. En tant que COVID, c'est plus dur, ça. Non, c'est à déconseiller totalement. Et moi, je suis en contact actuellement avec 35-40 écoles aux États-Unis, à partir du Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, l'État de New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, l'Ohio et même le Colorado, plus un certain nombre d'écoles au Canada anglais, surtout dans les Maritimes et en Ontario. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je gère tout le dossier. Donc, je rencontre la famille, je regarde le dossier de l'étudiant, sa position au hockey et combien les parents sont prêts à défrayer pour envoyer leur garçon ou encore leur fille, parce qu'il y a une très, très grande demande pour les filles dans les prep schools américains, depuis que les filles ont gagné la médaille d'or là, à Pyeongchang aux Jeux olympiques. Alors, moi, je fais tout ça et je sais ce que les équipes recherchent,
parce qu'au mois de septembre, au début de chaque année, je fais le tour de toutes les écoles. Qu'est-ce que tu cherches, exemple, pour septembre 2021? Moi, Sylvain, je cherche un gardien de but, 3 défenseurs, 4 attaquants. Alors, je prends ça en note et je connais toutes les écoles sur le plan académique, parce que je suis un peu gêné de le dire, mais quand ça a été le temps de mon fils, sur un horizon de 15-16 mois, on a visité 23 prep schools, ce qui était un non-sens, une aberration totale. Mais moi, je ne connaissais pas les écoles. Alors, j'apprenais tout au fur et à mesure que j'embarquais là-dedans. Si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, il y a des écoles qu'on n'aurait pas visité parce qu'académiquement, ils n'étaient pas assez forts pour aller dans ces écoles-là. Il faut dire que les écoles ne cherchent pas un athlète. Les écoles cherchent une bonne personne, un bon étudiant et après ça, un bon athlète. Alors, souvent en famille, votre fils est un futur Carey Price, mais il y a 65% de moyenne à l'école. 98% des écoles vont me dire, Sylvain, écoute, lui, là, dans notre équipe de hockey, ça serait incroyable, mais académiquement, on ne peut pas le prendre parce qu'il n'est pas assez fort pour suivre le programme. On est loin des universités américaines qu'on entend, surtout au football. Là. Que le jeune, même s'il est vraiment zéro, mais il va rentrer des gens dans les stands, ça passe. Mais ça, on est loin de là. En fait, c'est moins vrai. Ce que tu dis était vrai il y a peut-être 15 ou 20 ans, où il y a eu un très, très gros scandale aux États-Unis à l'époque dans la NCAA, où des joueurs de football ont reçu leur diplôme, mais ils sont sortis de là, ils étaient illettrés. Ouais. Alors, mais maintenant, la NCAA, c'est l'organisme qui gère tout le hockey universitaire américain. Je me souviens, je pense, c'est UConn, University of Connecticut, qui a un gros, gros programme de basketball et qui avait enfreint certaines règles. Alors, l'équipe a perdu tous ses matchs et le programme de basketball a été suspendu pendant 1 an par la NCAA. Wow. Okay. Donc, je parle de millions de dollars qui ne rentrent pas dans les clubs de l'université. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y en a pas qui trichent, sûrement. Mais au hockey, c'est moins vrai. Au hockey, c'est nettement moins vrai. Au baseball aussi. Alors, moi, pour les prep schools américains, ma porte d'entrée, c'est le hockey, c'est vrai. Mais justement, ce soir, j'ai une maman qui m'a appelé. Son fils est un joueur de baseball. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire au niveau du baseball. Mais que le jeune soit un joueur de hockey, un joueur de baseball, le soccer, le football, la crosse, le phénomène est le même, le processus est le même pour tous les étudiants, toutes les familles qui veulent faire le processus des prep schools. Ils doivent faire les visites, faire les entrevues, faire le test d'entrée, le test d'anglais, etc., etc. Alors, comment ça se passe de ce côté-là, Sylvain? Parce que j'ai parlé avec Maud Saint-Louis, que tu m'as référé justement cette semaine. Oui. Puis elle me disait que, pour parler du processus, là, que c'est en secondaire 4 qu'elle a commencé, qu'elle t'a rencontré, puis commencé à regarder ça pour faire ses choix. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus dans le temps? En fait, c'est... moi, je préfère que l'étudiant complète son secondaire 5 au Québec. Rien n'empêche de commencer le processus avant. Mais j'aime mieux qu'il complète son secondaire 5 au Québec. Il sort du Québec, il a son diplôme du ministère de l'Éducation. Alors, au lieu de s'en aller au cégep, il s'en va dans un prep school aux États-Unis. Il va faire ce que les Américains, il va répéter ce que les Américains appellent le Grade 11. Donc, il va refaire son secondaire 5, avec, évidemment en anglais, mais avec quelques cours qui sont différents. Il va ensuite faire le Grade 12, la 12e année. Après le Grade 12, il y a tous les crédits nécessaires pour entrer dans n'importe quelle université en Amérique du Nord, incluant McGill et Concordia et Bishop en Estrie, parce que ces universités-là fonctionnent selon le modèle anglo-saxon. Cependant, un jeune qui gradue d'un prep school aux États-Unis et dit, moi, papa, maman, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant, je veux m'en venir étudier à l'université au Québec, en français, exemple, l'Université Laval à Québec. Comme c'est une université francophone et qui n'aura pas fait de cégep, il va être obligé de faire 1 année de mise à niveau avant d'entrer dans son programme. Mais généralement, les étudiants, les rares étudiants qui reviennent au Québec après le Grade 12, ils continuent en anglais parce que c'est plus facile de continuer en anglais. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là. Alors, ils ont pris, comme on dit, le beat. Mais au début, c'est très difficile. Moi, je le dis à toutes les familles,
Les 2 premiers mois dans un prep school américain, c'est très difficile. Nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle école, nouvelle façon de faire. Il faut que tu t'intègres, etc. C'est différent. Est-ce que tu peux nous dire un peu les différences? Là? Le système scolaire américain, c'est vraiment pas pareil, le nombre de personnes là, dans une classe non plus comparé au Québec. Oui. En fait, quelqu'un m'avait déjà dit aux États-Unis, dans un prep school, c'est plus dur d'échouer que de réussir. Par exemple, 75% de moyenne au Québec. Aux États-Unis, pas le premier bulletin, mais à partir du deuxième bulletin, ces notes vont jouer autour de 85%. Pourquoi? 2 raisons. La première, il y a une période d'études que les Américains appellent le Study Hall, qui est une période d'études obligatoire du dimanche au jeudi, de 19h à 21h ou de 19h30 à 21h30. Un. Deuxième raison, c'est qu'aux États-Unis, c'est des classes entre 4 et 15 étudiants. À 15 étudiants, là, le prof n'est pas content. Là, c'est une grosse classe. Ça n'a rien à voir. Hein? Non, ça n'a rien à voir parce qu'au Québec, tu as des classes de 30, 32, 34, 35 étudiants. Ridicule. Si tu veux rien faire là, au Québec, tu vas aller t'asseoir dans le fond de la classe. Puis si tu n'es pas trop dérangeant, le prof ne t'achalera pas trop. Aux États-Unis, c'est impossible parce que tu vas dans une classe et des fois, tu rentres dans la classe, puis c'est une table ovale, là, comme si tu étais assis dans la salle à dîner chez vous. Le prof est assis au milieu, là, tu as un Chinois au bout, un Finlandais, 3 Américains, petit gars de Vancouver, puis là, le Québécois. Fait que lui, le prof pose des questions à un, puis ouais, Jean-Marie, es-tu d'accord avec ce que Johnny vient de dire, etc. Fait que tu n'as pas le choix, il faut que tu participes. Alors, aux États-Unis, tout compte, et contrairement au Québec, jamais le prof aux États-Unis va dire OK, les gars, les filles, n'oubliez pas, là, l'examen la semaine prochaine compte pour 50% de la note du bulletin. Ça arrive jamais, ça, aux États-Unis, mais tu vas faire plein de petits travaux, de quiz tu vas en avoir une dizaine ou une quinzaine dans le semestre. Et tu vas, si tu en as 2, 3 de mauvais, ben, tu dis, il m'en reste une douzaine d'autres pour me rattraper. Tu sais. Alors, c'est totalement autre chose. C'est une expérience qui dépasse la dimension académique, la dimension sportive. C'est une expérience dans la vie d'un jeune, c'est une ouverture sur le monde, parce qu'il y a des étudiants partout dans le monde qui viennent dans ces écoles-là. C'est ça, j'allais te demander. Tu as dit un Chinois, un Finlandais, un Canadien. Ben oui. Oui. Ben, en fait, dans chacune des écoles, il y a environ entre 8 et 12 Asiatiques. Pourquoi? Parce que ces familles-là paient le plein prix. Actuellement, aller dans un prep school. C'est quoi le plein prix? Ça varie entre 55 et 65 000 américains par année. Ouais. Alors, les familles asiatiques, c'est 55, 60, 65 000, puis eux autres trouvent que c'est pas cher. OK? Mais au Québec, c'est impossible, et en plus avec le taux de change. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'aide financière. Les écoles vont offrir, comme ils disent, un financial aid, et c'est en lien avec le revenu familial. Donc, je vais prendre 2 exemples totalement opposés l'une de l'autre. Une famille de 2 adultes, 2 enfants au Québec qui fait 200 000 par année versus une autre famille de 2 adultes, 2 enfants au Québec qui fait 100 000. La famille à 200 000 va recevoir moins d'aide financière que la famille à 100 000. En quelque part, c'est mathématique et logique. Là, Moi, j'en ai un là, aujourd'hui qui c'est la première fois que ça m'arrive en 7 ans. Il vient de s'entendre avec une école. La bourse et tout. Le contrat a été envoyé aujourd'hui par l'école. C'est ce que les écoles font cette année. On appelle ça un early decision, décision hâtive, disons ça comme ça. Ça se fait dans les universités américaines, mais c'est la première fois, moi, en 7 ans que je vois ça dans les prep schools en raison de la COVID, parce que normalement, tout le monde fait le processus. Il faut que tous tes documents soient entrés dans les écoles le 31 janvier ou le 1er février. Les écoles examinent les dossiers et envoient leurs réponses aux familles à partir autour du 10 mars. Ceux qui sont acceptés avec une bourse ont jusqu'au début avril pour donner une réponse aux écoles. Mais cette année, il y a quelques écoles qui ont décidé de faire un early decision. Et moi, cette école-là voulait avoir ce jeune-là. Ils sont arrivés une journée en disant, regarde, nous, on a de l'intérêt pour lui. Voici, on fait un early decision. L'offre est sur la table jusqu'au 24 février. Et vendredi, j'ai négocié
avec le directeur de l'admission pour aller chercher un petit peu d'argent encore. Il m'a dit, écoute, tu me demandes un gros effort, mais pour ce jeune-là, on va le faire. Fait qu'on s'est entendu. Et aujourd'hui, on a fait un meeting Zoom avec le papa, la personne de l'admission et moi. Puis on s'est entendu. Donc, le jeune s'en va à cette école-là septembre prochain. Non. Puis, il y a quel âge le jeune comme ça? Lui est en secondaire 5 actuellement. Donc, c'est un 2003. Okay. Et l'an prochain, il va faire grade 11 à cette école-là. Après ça, le grade 12. Normalement, comme j'ai dit tantôt, après le grade 12, tu as tous les crédits pour rentrer dans n'importe quelle université. Cependant, pour les joueurs de hockey, si tu n'es pas une superstar, ça va être très dur de faire le saut directement du prep school américain à l'université. Pour deux raisons. La première raison, c'est une question de maturité physique. Donc, tu sais, tu as 19 ans, tu mesures 6 pieds, 200 livres. Si tu joues tout de suite à l'université, tu peux arriver encore à la patinoire et ton opposant a 24 ans, 6 pieds, 200 livres. 6 pieds, 200 livres à 24 ans, 6 pieds, 200 livres à 19 ans, c'est pas le même 200 livres. Et aussi, dans tous les prep schools de la New England Prep School Hockey League, tu vas jouer entre 27 et 35 matchs. Donc, le coach va dire, va jouer une saison de hockey junior, tu vas aller chercher du millage dans le corps, tu vas jouer 50, 55, peut-être 60 matchs, et l'année prochaine, tu t'en viendras avec nous. Ceux qui vont faire le saut directement, là, NCAA Division 3 ou même NCAA Division 1 ou D3, c'est des joueurs qui, dans les années précédentes, ont été toujours dominants. Mm-hmm. Et le meilleur exemple, c'est Alex Killorn, qui joue à Tampa Bay. Moi, j'ai vu jouer Killorn quand il était à Deerfield Academy, qui est un très beau prep school dans le Massachusetts. Et Killorn a été repêché par Tampa Bay en 3e ou 4e ronde pendant qu'il jouait à Deerfield Academy, donc dans une école secondaire. Et lui est passé, mais c'est un joueur dominant. Là. Moi, je l'ai vu jouer, premier match que j'ai vu prep school de ma vie, Westminster School contre Deerfield Academy. Et quand Killorn était sur la patinoire, il survolait la patinoire. Là. Il était une coche au-dessus des autres. Là. Il y avait lui et les autres joueurs. Okay. Et lui, il est passé directement de Deerfield à Harvard. Il a fait ses 4 années à Harvard. Après ça, il a signé son premier contrat pro, a commencé dans la Ligue américaine. Et quand le lockout était fini dans la Ligue nationale, il est monté en haut et il n'est jamais redescendu. Mais ça, c'est des exceptions. C'est à peine, mon Dieu, 4-5% des joueurs qui vont faire ce saut-là directement du prep school à l'université. Les autres vont devoir passer par le hockey junior aux États-Unis. Comme la USHL, mettons? Oui, mais même là, la USHL, c'est l'équivalent du junior majeur au Québec, sauf que les joueurs, je parle du calibre de jeu, mais il y a le règlement des joueurs importés dans la USHL. Tu as le droit à 6 joueurs importés, mais si tu prends 6 joueurs importés, il faut que tu aies absolument 2 Canadiens. Si tu ne prends pas 2 Canadiens, tu as le droit juste à 4 importés. C'est la même chose dans la North American Hockey League. Je pense que c'est 3 ou 4 joueurs importés. Mais dans toutes les autres ligues juniors, sauf la Eastern Junior Hockey League, qui est membre de Hockey USA, c'est 3 importés. Mais dans toutes les autres ligues juniors aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Tu pourrais avoir 14 Suédois puis 2 Américains, ça serait correct. Parce que ces ligues, les autres ligues ne sont pas nécessairement membres de Hockey USA, donc il n'y a pas de quota au niveau du joueur importé. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Dans la USHL, jusqu'à quel âge qu'on peut jouer? Jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. Tu peux commencer ton année, tu vas avoir 20 ans, tu as 20 ans, mais tu vas avoir 21 ans dans le courant de l'année. Mais ça, c'est ta dernière année junior. OK. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que certains joueurs repêchés dans la Ligue nationale restent dans la USHL au lieu de faire tout de suite le saut dans la NCAA comme d'autres le font? Des fois, c'est une question de maturité physique et aussi, des fois, c'est une question de talent. Mais, tu sais, le gars, il va dire, OK, moi, je suis déjà commit, comme ils disent. J'ai déjà une entente avec l'université américaine. Je vais finir mon hockey junior. Après ça, je vais rentrer à l'université. Je vais avoir encore du temps pour me développer. Tu sors de l'université, tu as 24 ans. Tu peux signer un contrat pro à ce moment-là. Tu sais, bon, tout le monde connaît au Québec Thomas Bordelot. Il est à Michigan University, il joue pour les Wolverines, qui est un gros programme de hockey. Lui, il a fait le saut
Il a joué 2 années dans le programme de développement américain, mais c'est très rare que tu vas avoir un joueur qui va jouer NCAA à 18, 19 ans, sauf si c'est un joueur dominant ou qui est comme un peu une superstar. Et Bordelot, dans le programme de développement américain, a extrêmement bien performé. Alors, lui, son talent va lui permettre de rivaliser avec des gars de 22, 23, 24 ans. OK. Parfait. Puis il va continuer à se développer parce que tu n'as jamais de match sur semaine, tu as 4 entraînements, puis université américaine, tu joues vendredi, samedi. Et pendant la période d'examen, au début décembre, il n'y a plus de match. Bon, c'est ça, j'avais cette question-là parce qu'il y a une couple de personnes qui me posaient ça. Puis, en fait, là, mettons qu'on prend comme exemple le Canadien de Montréal cette année qui ont repêché à 4e ronde 2 gars qui ont signé avec l'Université de North Dakota. Ouais. Puis, un des 2 joueurs a décidé de rester dans la USHL. Donc, je me demandais pourquoi lui a décidé de rester, puis l'autre va jouer cette année dans la NCAA. C'est peut-être parce que le joueur ne se sent pas prêt encore à aller tout de suite à l'université américaine. Il se dit, OK, je vais finir mon année junior, je vais m'en aller jouer à l'université américaine. Et souvent, il y a une espèce de loi non écrite dans l'universitaire américain. Tu sais, quand tu es un étudiant de première année, tu es un freshman. Tu es un étudiant de 2e année, tu es un sophomore. Un étudiant de 3e année, tu es un junior. Et un étudiant de 4e année, tu es un senior. Une espèce de loi non écrite. Oui, il y a des exceptions, mais si tu es un freshman et tu es meilleur que le senior, le coach, il ne tassera pas son senior faire jouer son freshman. Parce que s'il fait ça, il va mécontenter ses seniors puis il va perdre son vestiaire. Alors, parce que le senior, il a été freshman un jour, il a attendu son tour. Maintenant qu'il est senior, il ne veut pas qu'un freshman passe en avant de lui. Pas tous les coachs réagissent comme ça, mais il y en a beaucoup qui réagissent de cette loi non écrite-là. Okay. Moi, je voulais savoir, toi, Sylvain, tu es avec, dans le fond, c'est Hockey Student, qu'est-ce que ça s'appelle? Oui, hockeystudents.com. Alors, c'est mon site Internet. Ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit, mais je vais m'y remettre. Toutes mes coordonnées sont là-dessus. J'ai aussi ma page Facebook, puis vous pouvez le voir en arrière de moi, ma page de présentation. Non, c'est ça, je commence ma 7e année. Et au cours des 6 premières années, j'ai travaillé avec 80 familles. J'en ai placé 74 dans les schools, plus 20-22 joueurs dans les équipes juniors aux États-Unis. Puis un certain nombre, là, ça commence dans les universités américaines. Tu as parlé à Maude Saint-Louis hier. Elle a une offre sur la table de Maryville University, qui est une équipe qu'on appelle ACHA Division 1. C'est un petit peu différent de la NCAA, mais elle a aussi 6 autres écoles ACHA et NCAA Division 3 qui ont de l'intérêt pour elle. Le dossier devrait se conclure bientôt. Elle a une très bonne bourse de Maryville University, mais elle attend les bourses des autres écoles pour pouvoir comparer et prendre la décision avec ses parents par la suite. Et puis, tu as rencontré aussi le fils de Sébastien Larreau. Oui. Donc, Sébastien Larreau aussi, l'ancien joueur de tennis. Exact. Et ce qui est assez surprenant, c'est que Sébastien me dit, écoute, mon fils ne veut rien savoir du tennis. Son plus vieux, je pense, est diplômé d'université aux États-Unis en golf. Elliot, il est à The Hahn School of Princeton au New Jersey, qui est une magnifique école tout près de Princeton University. C'est un joueur de hockey et là, il va graduer de Hahn School au mois de mai-juin. Et là, il regarde pour peut-être aller jouer une saison de hockey junior aux États-Unis avant de faire son entrée à l'université. Mais c'est un bon joueur de hockey, mais c'est aussi un très, très bon étudiant. Alors, tu sais, aux États-Unis, on parle d'un étudiant qui a un GPA de, on va dire, 3,8 sur 4. Donc, ça donne un peu plus que 90 % de moyenne générale. Ben, à ce moment-là, il y a beaucoup d'universités qui vont avoir de l'intérêt d'abord pour lui comme étudiant et après ça comme joueur de hockey. Donc, c'est avec les GPA qui est comme un peu la cote R, si on veut, au Québec, que les joueurs se font remarquer là, par les prep schools et les universités. Oui, en fait, quand tu vas aller dans une université, c'est ton GPA à ton école qui va décider dans quel genre d'université
tu vas aller. Puis pour le programme de hockey, c'est un peu la saison de hockey junior que tu vas jouer soit aux États-Unis ou en Ontario qui va décider dans quel genre de programme de hockey tu vas jouer à l'université, soit en D3 ou en D1. Mais honnêtement, parce que quand tu joues à NCAA Division 1, c'est que tu es sur le bord d'être pro. Là. Moi, je donne souvent l'exemple aux parents de Chris Kreider. Tout le monde va se rappeler qu'il avait blessé Carey Price il y a 5-6 ans dans les séries éliminatoires. Et Kreider avait gagné le Frozen Four, qui est la Coupe Stanley des collèges américains. Je pense que c'est avec Boston College ou Boston University. Et le lendemain de sa victoire au Frozen Four, il était dans l'uniforme des Rangers de New York et il jouait pratiquement régulièrement. Alors, je dis aux parents, si votre fils c'est ça, inquiétez-vous pas, il va jouer NCAA Division 1. Mais souvent, les joueurs NCAA Division 1 sont déjà commit ou engagés à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans. À 18 ans, ils vont en commettre des joueurs, mais c'est un peu plus rare. Le pourcentage de joueurs qui sont commis à 18 ans, il y en a moins qu'à l'âge de 15, 16, 17 ans. OK. C'est intéressant, puis aussi, je sais que tu fais des conférences aussi dans les écoles pour rencontrer les parents. De quelle façon en fait, les parents viennent à toi là, pour parler cette année, c'est différent parce qu'on a fait ça sur Zoom. Puis alors, moi, c'est une conférence qui dure là, sur Zoom environ 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Après ça, je réponds aux questions des parents et des joueurs. Et ceux qui ont de l'intérêt par la suite, peuvent me contacter parce que sur mon site Internet, toutes les informations sont là. Il y a encore des gens qui m'appellent et c'est encore le temps de le faire parce que vous aurez jusqu'au 31 janvier au 1er février pour ceux qui veulent entrer en septembre 2021. C'est quand même un processus qui est long, qui est ardu. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Mais moi, je suis toujours proche. Je veux dire, je suis toujours aux parents. On peut se parler 12 fois, 90 fois. Vous pouvez me texter le dimanche soir à 9h. Si mon cellulaire est à côté de moi, je vais répondre. J'essaie de me rendre très disponible parce que ça ne dure pas très longtemps. Rendu au début mars, on a toutes nos réponses. Et là, après ça, c'est de négocier avec les écoles pour être capable de s'entendre sur le plan financier parce que c'est une business. Là. C'est ce que je dis aux parents, c'est une business. Il reste une place dans l'école et dans l'équipe de hockey, il y a un Québécois puis, je sais pas moi, un Finlandais. Les deux ont le même genre de dossier académique. Le Québécois est un meilleur joueur de hockey que le Finlandais. La famille finlandaise est prête à payer 40 000 la famille du Québec veut payer 20 000 Il n'y a aucune hésitation possible. Ils vont prendre la famille à 40 000 C'est une business. Alors, une fois que tu as compris ça, tu acceptes le système, et tu t'en vas avec ça. Alors, moi, chaque année, j'ai des écoles qui s'ajoutent parce que, bon, mon nom commence à circuler. Alors, j'ai des écoles qui s'ajoutent. Puis c'est déjà arrivé que des écoles ont pris 2-3 de mes joueurs sans les avoir vus jouer. Puis le coach, il me disait, Sylvain, I trust your judgment. Ça, j'aime moins ça parce que ça met un peu plus de pression sur les épaules, mais les jeunes ont très bien répondu académiquement et sur le plan du hockey. Alors, ma réputation était sauve. Je sais que cette année, il n'y a pas de visite là, dans les prep schools, mais comment que ça se passe habituellement là, quand tu t'en vas avec les familles et les jeunes là, faire les visites? En fait, c'est moi qui gère tout ça. Donc, je réserve les tours dans les écoles. Alors, en temps normal... Tu veux un itinéraire ou vous faites un horaire? Oui, moi, je fais un horaire parce que les familles me donnent leur disponibilité. Alors, selon leur journée disponible, moi, je vais réserver les tours dans les écoles. C'est possible de visiter des écoles du lundi au samedi. Le samedi, c'est possible de faire juste une visite parce que les écoles ferment plus tôt. Mais du lundi au vendredi, c'est possible de faire 2 visites par jour. En moyenne, chaque visite dure 2 heures. Donc, la famille se présente au bureau d'admission. Là, on va placer cette famille-là avec un étudiant, peut-être un francophone s'il y en a un dans l'école. Ils vont faire le tour du campus ensemble. Là, les parents posent toutes leurs questions, reviennent au bureau d'admission. Là, ça va être une entrevue avec l'étudiant, one-on-one, avec un membre du personnel d'admission. Une entrevue qui dure entre 10 et 20 minutes. C'est pas pour mettre l'étudiant en boîte, c'est pour savoir c'est qui ça, ce jeune-là. Est-ce que c'est un bon fit pour notre école?
est-ce que notre école est un bon fit pour cet étudiant-là? Après ça, l'étudiant sort, les parents entrent, posent leurs questions. Une fois que ça c'est terminé, moi j'ai organisé la plupart du temps une rencontre avec le coach de hockey. Et une fois que la rencontre avec le coach de hockey est terminée, on passe à la deuxième école en après-midi. Moi, je suggère en fait aux familles de visiter 8 écoles. Pourquoi 8? Ah ouais, 8, c'est beaucoup quand même. Non, parce que moi, au début, j'ai un papa, il y a quelques années, qui me dit 8 écoles, es-tu sérieux? Je lui ai dit oui, regarde, 8 écoles, voici pourquoi je te suggère 8. Et à la fin du processus, je me dis, Sylvain, je pense que j'aurais dû en ajouter 2 de plus. Mais 8, parce que, c'est pas sûr que l'étudiant va être accepté dans toutes les écoles. Ouais. On va dire qu'il est accepté à 5 écoles sur 8, ce qui est une très bonne moyenne. Mais peut-être que les 3 premières écoles, la famille ne s'entendra pas financièrement avec les écoles. Donc, à la fin, il va en rester 2, peut-être 3, avec lesquels tu peux négocier. Puis, c'est d'avoir ton budget ou le plus proche de ton budget. Et après ça, tu dis, OK, je signe avec cette école-là. Les Américains sont... On peut dire beaucoup de choses négatives des Américains avec Trump au pouvoir, mais là, ça va changer au 20 janvier, du moins on l'espère. Mais au niveau du sport, les Américains sont à des années-lumière en avant de nous autres au niveau du sport dans les écoles. Il y a beaucoup de campus où l'aréna est sur le campus. C'est pas l'aréna de la ville, c'est l'aréna de l'école. Alors, les gars peuvent sauter sa glace. Le dimanche, c'est la journée où il ne se passe rien. Là. Je veux dire, les gars relaxent, c'est la journée de congé. Mais des fois, les gars vont voir le coach. Hey, coach, peux-tu sauter sa patinoire? Oh, oui, mets ton survêtement, puis saute sa glace. Les gars shootent des pucks, lancent le gardien de but, etc. C'est l'aréna de l'école. Alors, ailleurs, c'est souvent l'aréna de la ville. Tu ne peux pas faire ça, là, tu sais. Alors, les gars sautent sur la glace. Et dans les prep schools de la New England Prep School Hockey League, les étudiants athlètes doivent faire 3 sports. Un l'automne, il y en a qui jouent au soccer ou qui vont faire l'entraînement hors glace. Ta saison de hockey commence mi-novembre et début mars, ta saison de hockey est finie. Là, c'est le sport du printemps qui embarque. Alors, les joueurs de hockey, il y en a qui jouent au golf, au baseball ou à la crosse. Là, tu peux jouer dans la deuxième équipe dans un autre sport. Okay. Moi, tous les joueurs que j'ai envoyés aux États-Unis au hockey, ils jouent dans ce qu'on appelle le varsity, qui est la grosse équipe. Le varsity et le JV, le junior varsity. C'est des joueurs du même âge, mais qui ont un petit peu moins de talent. Alors que dans le varsity, moi, tous les joueurs que j'ai envoyés jouent dans le varsity. Good. Merci d'être avec nous, Sylvain. Peut-être en terminant, de nous dire comment on veut te rejoindre, s'il y a des parents qui nous écoutent ou bien des jeunes là, à la maison. En fait, s'il y a des jeunes qui veulent me rejoindre, vous allez sur mon site internet, hockeystudents avec un s.com, ou vous pouvez aller voir ma page Facebook Sylvain Allé. Vous allez pouvoir me rejoindre en message privé. Puis si vous voulez avoir de l'information, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'est encore le temps de faire le processus pour septembre 2021, mais vous assurez que vous allez être en mesure de fournir, d'envoyer tous vos documents pour le 31 janvier ou encore le 1er février. Super. Excellent. Merci beaucoup d'être avec nous, Sylvain. Merci, Sylvain. Au courant de la semaine, j'ai promis aussi à Sylvain que j'allais faire un petit article pour mettre sur écrit sur notre site Internet aussi toutes les informations et puis tout ce que qu'est-ce qui aura sorti aussi de cette bonne entrevue. OK, c'est intéressant. Merci les gars. Bonne fin de soirée. OK. Bye-bye. Bonne fin de soirée. Bye. Ouais, ça doit être tout que... c'est un méchant processus, hein, pareil, mais c'est intéressant quand même. C'est vraiment une expérience de fou pour un jeune de tout vivre ça. Là. Aller vivre ça aux États-Unis, puis tout ça, c'est pas juste le hockey, là, mais tout le côté. Tu sais, on parle souvent des Russes, des fois, ou d'un Européen qui débarque pour le Canadien, là. Tu sais, lui, toute sa vie, là, mettons, je sais pas, moi, un Québécois qui a grandi à La Tuque, là. Puis à un moment donné, il débarque, mettons, en Suisse ou en Russie dans le KHL, là, du jour au lendemain, là, c'est intense. C'est très intéressant.
Ah, vas-y. Ouais, tu vois ça souvent dans les films, les campus américains, les campus universitaires. Là, les clichés de party. Ouais, mais écoute, ça doit être ça doit être assez cool là, pour les jeunes. C'est une atmosphère complètement différente que le junior ici, là, ou le hockey midget ici, mais écoute, sur un campus universitaire, là, jouer au hockey, comme tu dis, l'aréna qui est souvent dans le campus, écoute, ça doit être assez intense. C'est des années aussi que tu vas te rappeler toute ta vie. Là, puis il y a raison là-dessus, tu sais, les États-Unis versus tout le système scolaire ici, là, le sport est vraiment pas intégré. Ça fait des années, il me semble, qu'on entend parler que ça devrait passer par les écoles, puis ils sont mieux équipés pour gérer plein d'affaires en lien avec le sport. Pourquoi qu'ils incluent pas le sport là-dedans? Surtout l'école aussi, le fait, qu'est-ce qu'il disait, la table ronde, là, que des fois, tu es 7-8 dans la classe, c'est vraiment beaucoup plus personnalisé. Le prof est tout le temps là pour toi. Puis Sylvain avait dit aussi en pré-entrevue que, dans le fond, les étudiants faisaient beaucoup de projets, de présentations devant les autres personnes. Donc, ils développent aussi beaucoup leurs habiletés là, à parler, à communiquer là, avec les autres. Puis moi, il m'avait référé justement à 3-4 personnes, dont Elliot Laro, que je n'ai pas encore parlé, mais c'était pour des petites entrevues là, que je vais faire là, prochainement pour Until I'm Done. Mais j'ai parlé déjà avec Maud Saint-Louis, puis elle est à Winchendon, dans le Massachusetts, à un prep school. Puis elle étudie en dentisterie. Okay. Elle m'a déjà dit qu'elle voulait même faire sa vie aux États-Unis. Là, puis elle a 18 ans, là, tellement qu'elle a trippé là-dessus. Wow. Oh, wow. OK. Good. Fait qu'on va dire à notre prochain sujet, messieurs. Wow, ben là, vous avez teasé que les gardiens, là, voulez-vous qu'on rentre dans ce sujet-là ou vous préférez faire un petit... On finira avec le Habs-Bin, je pense. Ouais. On y va avec les gardiens. Je vais afficher la liste qui a fait jaser. Moi, j'ai sourcillé j'ai fait des drôles de gros yeux quand j'ai vu ça. Ouais, mais j'ai souvent la même réaction quand je vois les top 10 ou les top 20 de NHL Network. On dirait que j'ai l'impression qu'il se fie à la dernière saison. Puis, beaucoup, là. Ça me fait titiller un peu. On dirait Bishop était blessé un peu. Bishop, tu sais, voyons donc. Là. Quatrième. Dans le top 10, t'as 2 gars de Dallas. Ça n'a pas d'allure, là, il me semble. Si on met Anton Kunobin dans le top 10, écoute, j'ai un peu de la misère avec ça. Le gars, je veux dire, il a connu une bonne saison. Il n'y a pas d'affaire dans le top 10. Des bonnes playoffs, mais écoute, c'est un gardien qui est un peu tout croche d'un but. Écoute, c'est pas un gardien que tu... je sais pas, j'ai de la misère un petit peu. C'est qui que vous auriez mis, qui que vous auriez enlevé dans le top mettons 10? Qu'on fait le top 10. Là. Vasilevski, tout le monde est d'accord. Rask, il a sa place. Hellebuck aussi. Bishop, c'est très, très, très discutable. Il est très vieillissant. Bennington, moi aussi. Moi, je suis pas un gros fan de Bennington. Moi, je pense que c'est un gars de... C'est un gardien average, là. C'est un gars de, je sais pas, moi, peut-être 15-20e, là, entre 15 et 20 dans la ligue, là. Tu sais, faut pas oublier que Bennington, v'là 2 ans, était le 4e gardien des Blues de Saint-Louis. Il a connu une bonne fin de saison avec Saint-Louis. Il a connu une bonne run pour aller chercher la Coupe Stanley. Connu une saison difficile cette année, des playoffs atroces. Puis on le met 5e. Écoute, j'ai un peu de la misère avec ça. Moi aussi. Matt Murray a fait 2 belles runs à la Coupe Stanley, mais c'est pas mal tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est 2 belles runs. Vous allez me dire, c'est quand même ça pareil. Là. Chris, il a gagné 2 Coupes Stanley. Oui, mais je veux dire, quand tu regardes l'ensemble puis la technique du gardien, je pense pas que... Tu regardes l'équipe qu'il y a devant lui, on peut parler de Vasilevski, qui a une très bonne équipe devant lui, même affaire pour tout Caras dans les dernières années, il y a une très bonne équipe, puis il y avait aussi un très bon 2e gardien. Ouais, ça l'aide, hein? Jaroslav Halak. Ouais, bon point. Écoute, moi j'aime bien un gardien dans l'Ouest que moi j'ai mis dans mon top 5, j'ai fait un petit top 10 vite là. Mettons qu'on continue celle avant d'embarquer avec le tien, là, juste qu'on fasse le tour. Vas-y. Mettons Price 6e, ça, je pense qu'on est tous d'accord que Price est un top 10.
Kumper, écoute, il y a des années correctes, mais dans ma tête, pour moi, là, c'est un très, très bon backup, tu sais. C'est jamais un top 10, jamais un top 10 dans ma tête. Moi, tu vois, j'aime bien Darcy Camper. Ouais, pour le mettre dans ton top 10. C'était pas l'autre goaler qui était. Non, c'est Darcy Camper qui était numéro Ranta, 1. il est blessé depuis 2 ans. Là. Ouais. Mais tu sais, Leonard, OK, là, Leonard, il y a des bonnes années de dernièrement. Top 10, écoute, c'est discutable, mais ça, je vis bien avec ça. Ouais, je pense qu'il pourrait être là. Mais... Markstrom, moi, je suis d'accord. Là, je pense que c'est un gardien qui est rendu là depuis les 2 dernières années. Moi, je pense que c'est une super bonne acquisition des Flames. Je le vois dans le top 10. Puis Khudobin, ben, on en a parlé. Là, moi non plus, je suis pas d'accord à le mettre top 10. Là. Ouais, c'est qui les oubliés? Vas-y donc, LP. C'est qui tes gars? Écoute, moi, les oubliés, j'aime bien un gars comme John Gibson à Anaheim. Oh, j'attendais que quelqu'un le dise. C'est clair, Gibson. Gibson devrait être top 5. Écoute, moi, je l'ai mis 3e dans mon top 10, John Gibson. Écoute, c'est pour ça que j'ai de la misère un peu avec ces top 10-là, parce que je me dis qu'on se fie aux statistiques, puis on se fie à l'année. Les équipes qui vont bien. Mais écoute, les Ducks d'Anaheim, écoute, sérieusement, c'est une équipe en reconstruction solide. Là. Puis John Gibson, malheureusement, il n'y a pas une bonne équipe devant lui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un peu comme Carey Price. Il n'y a pas eu une bonne équipe dans les dernières années devant lui. Ben, les statistiques, ça l'a affecté un peu ses statistiques. Pour d'autres gardiens qui a été oublié dans ce top 10-là, Carter Hart, quand même. C'est sûr qu'il est Carter jeune, Hart. Ouais, je suis d'accord. C'est un gardien qui est jeune encore, puis il va être dans ce top 10-là, puis il va être dans le top 5 même bientôt. Mais il est meilleur que Bennington, là, mais de loin, là, sérieux. Il est même pas dans le même dans le top 10. Ouais, moi aussi, ben ouais. Ouais, exactement. Puis peut-être qu'on aurait pu donner un vote à Marc-André Fleury quand même, qui est encore un bon gardien dans la Ligue nationale. Quand même en fin de carrière. Je peux comprendre qu'il est quand même en fin de carrière. Moi, j'ai mis en 10e position de mon top 10, j'ai mis un gars qui s'appelle Ilya Samsonov. Je crois qu'il va quand même... c'est sûr que... Ouais, mais il va le devenir dans le top 10, ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais ouais, je le mettrais peut-être pas tout de suite. Il y a peut-être Bobrovski, je sais qu'il a eu une mauvaise année. Ouais. C'est un gars qui a sa place dans le top 10 comparativement à bien des gars que NHL Network ont mis. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas mis Varlamov aussi? Bah, moi, je suis pas un gros fan de Varlamov. C'est un bon... Pas dans les 5 premiers, mais peut-être dans les 10 premiers. Ah, tu trouves? Ah non, pas moi. Moi, je trouve que c'est un... non plus. Tant qu'à mettre, il y a Samsonov. Moi, il est 20-30e. Là. Il est comme un bon A, un 1A, un B, là, Varlamov. Là. Faut qu'il y ait un autre gars qui est capable de jouer avec lui. Moi, je pense que Samsonov va être un des meilleurs gardiens dans la Ligue nationale. C'est un choix de première ronde des Caps. Puis il va être un des meilleurs des top 10 dans la Ligue là, avec Shesterkin, même un Sorokin aussi. Côté des Islanders, là, je pense que c'est des gars qui vont craquer le top 10 très, très, très bientôt. Carter Hart aussi, c'est sûr, à 100%. Tu sais, Mrazek, là, il y a des bonnes stats dernièrement. Je le mettrais pas dans mon top 10, mais comparativement à des Kumper puis des Khudobin, moi, Mrazek est dans cette catégorie-là. Là. Ouais, mais je mets un peu Mrazek dans la même catégorie des Khudobin. Je pense que... John Quick, que vous en pensez? Quick, il a été blessé depuis une couple d'années. C'est plus le même gardien qu'il était. Là. Moi, d'après moi, il l'a déjà été, mais il ne l'est plus. Ouais, c'est un de mes gardiens préférés. Je l'avais dans mon top 5 quasiment toutes les années, John Quick. Mais spectaculaire. L'affaire qui arrive, c'est que justement, il est tout le temps blessé. Il ne peut pas vraiment avoir un impact dans son équipe parce qu'il est souvent blessé. T'sais. Fait que son impact n'est plus là vraiment. Là. Thomas Greiss, un Demko, peut-être que d'une couple d'années, il va finir par être dans le top 10. Il y a le potentiel pour, en tout cas. Bon, ouais, peut-être. Il y a eu des bons matchs en play-off, là, mais c'est juste un petit échantillon. Mais bon. Non, mais moi, c'est vraiment Gibson. Là, je pense que c'est un sacrilège qu'il ne soit pas dans les 5 premiers. Mathieu Campo, il va être content que je dise ça. En plus. Ben non, mais il n'est même pas dans leur top 10. C'est inconcevable. Sacrilège. Inconcevable.
Ah ouais, c'est ça. Tu mets ce gardien-là avec une bonne équipe, puis c'est le meilleur gardien de la ligue. C'est ça qui arrive. Personne n'a parlé d'Anderson. Ouais, c'est ça, tu sais. On ne sait pas encore s'il est bon. Anderson, je ne sais pas. Et justement, ils ont, les Ducks d'Anaheim, ils ont laissé partir Frédéric Anderson pour faire la place à John Gibson. Bon, mais Anderson, je ne suis pas un grand fan de lui. Puis, à sa défense, il n'y a pas une grosse défensive devant lui aussi. Donc, non, c'est clair. Tu as raison, mais bon. Fait que nomme-moi une bonne défensive puis un bon système défensif, puis il va te nommer un bon gardien. Hein? Pas Pat Burns qui disait ça? semble que c'est du Pat Burns. C'est quand même bon, ça. Ah ouais, bon. Un bon liner. Ou nomme-moi un bon gardien, je vais te nommer un bon coach, quelque chose dans le genre. Là. Ça ressemble à un autre aussi, exactement. Oui, as-tu du monde dans le chat qui ont écrit quelque chose par rapport à ça? Non, mais là, je pense que c'est pas mal. C'est un peu tranquille ce soir dans le chat. Là. Il manque un peu de GF Limoges. Il va falloir qu'on... manque de Limoges. Limoges, il est parti sur une brosse depuis un mois. Ouais, ça fait une couple de podcasts qui n'est pas là, Limoges. Là, mais... Ouais, il joue au poker de temps en temps aussi. Ouais, je pense que... Il y a des problèmes de jeu et de consommation. Il y a toutes les vices, Limoges. En plus, il n'est même pas là pour se défendre. Tu envoyeras le segment. Non, mais je pense qu'on peut peut-être y aller avec la un petit Habsbin, là. Good. Partir la promo. Bon, j'ai fait mes devoirs aujourd'hui. Je ne me ferai pas avoir. J'en ai trouvé 2. Là, moi, j'aimais ça la semaine passée. Facile, juste un. J'ai bien dormi. Je pars la promo. J'ai décidé de faire plaisir quand même, de ne pas trop trouver des gars qui sont vieux. OK, laisse-moi partir la promo, puis on se fait ça. Le segment Habsbin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. C'est bon? C'est bon, vas-y. Good. Donc, le joueur Habsbin d'aujourd'hui, c'est un joueur qui a joué avec le Canadien il n'y a pas si longtemps. En 2017-2018. Tabarouette, il a terminé sa carrière de 845 parties avec le Canadien de Montréal d'une bizarre de façon. Sa femme s'appelle Julie Garcia. Et puis, elle John Scott? Non. Elle possède le sugarandspice.com, qui est une boutique pour femmes. C'est un joueur qui est plus connu pour avoir été dans l'organisation des Oilers d'Edmonton, puis qui a des bonnes mains. Qui a des bonnes mains, je m'en allais dire Georges, mais non, ça fait pas plus longtemps. J'ai une petite anecdote sur lui que j'ai trouvée aussi. Zach Stortini, à l'époque, quand il était une recrue dans l'organisation des Oilers, il y avait eu le souper de recrues, et puis ça l'avait coûté plus d'argent que qu'est-ce qu'il y avait dans son compte. Et puis dernièrement, il a dit cette histoire-là un peu que ce joueur-là est arrivé pour payer le bill, puis il a dit « Faites-en pas, le kid. » Il a joué combien de temps à Montréal? Un an? Il a juste joué 7 parties à Montréal. Oh boy, ben ouais. C'est terminé un peu en queue de poisson, son affaire. Donc, il a joué... réputé pour des mains. 172 points quand même dans la Ligue nationale en 845 matchs. C'est une petite signature qu'on avait faite là, dans l'été. Dans l'été, puis il avait joué... Juste blessé, match. Dans le fond, c'est pour ça qu'on l'a pas... Oui. Je le sais, c'est qui. Je l'aimais bien, ce joueur-là. Merde, c'est quoi son nom? Il a joué aussi... Il a joué avec les Stars de Dallas aussi, les Senators. Oui, moi, je trouvais que c'était une bonne signature, puis je me disais, si jamais il n'est pas blessé, il va être bon. Puis finalement, il était blessé. Il a déjà fait des bonnes saisons quand même, 77 points. Merde, c'est quoi son nom? C'est Aleshansky. Oui, Aleshansky. Et voilà.
Je l'avais oublié, ce gars-là, quand même. J'avais oublié qu'il avait joué pour le Canadien. Lui, Ales Chemsky, je pense qu'il avait été testé positif pour dopage, si je ne me trompe pas. Ales Chemsky, 20 matchs qu'il a eu suspension, je pense. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était lui qui avait été... Il y a eu des solides saisons avec Edmonton, ce gars-là. Ouais. Mais il a été blessé. Il a fait finale de la Coupe Stanley aussi avec les Oilers. Ouais. Non, c'est un bon Habs-Bin, ça. Un bon. On parlait qu'on voulait des joueurs qui avaient joué plus qu'à 20 parties, mais c'était quand même assez proche, 2017-2018. Fait que je me suis dit, je vais le mettre, je vais m'essayer. Mais finalement, c'est-tu quelqu'un que tu l'as dit ou tu l'as trouvé? Là? Non, je l'ai trouvé. OK. Je l'ai trouvé. Bon. Quand tu as dit, quand Pat a dit c'est un joueur que. C'est parce que je l'avais comme dans la tête, je me disais, crime, je sais c'est qui, mais ça va me revenir. Puis là, quand Pat a dit qu'il pensait que c'était un bon joueur, qu'il pensait qu'elle allait faire de quoi de bon. Moi, j'étais bien excité quand on l'a signé. Ouais, c'est vrai, mais. Malheureusement. Ça a été comme Semin de courte durée. Ouais, même chose. Mais moi, j'aime ça, des gambles qui coûtent pas trop cher. D'un coup que deuxième les boys. Donc, le deuxième joueur a joué environ sur de 2015 à 2018, sporadiquement avec le Canadien. Il a quand même joué 23 parties une saison, 33 et 38 l'année d'après. Il a fait la navette avec le club école et puis le Canadien. En ce moment, il joue en Suisse, puis l'année dernière, il était dans l'organisation des Prédateurs de Nashville. Weber? Yannick Weber. C'est un joueur d'avant qu'à l'époque, le Canadien avait signé après l'université. Il a joué à Union College pendant 4 années. C'est un joueur qui vient de l'Ouest canadien, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as l'Alberta? Je vais voir. Il a été, après le Canadien, il a été avec Vegas quand que l'équipe... Daniel Carr. Ouais, Daniel Carr, exactement. Ouais. La petite voiture. La petite voiture Daniel Carr. Mais il a produit quand même, hein? Quand il jouait à Montréal, là, il ramassait quasiment 0.5 de points par match. Ouais, c'est ça. Mais sur le long terme, ça n'a pas de constance. On se dit, il est rendu là, il est rendu régulier. Finalement, pas de points en 12 games, on laisse faire ça. C'était deux bons Habs. Ouais, c'était des bons Habs-Bin, ça. Présenté par le groupe. C'est quand même un joueur qui mérite d'avoir sa chance, parce que c'est vrai que, comme Pat a dit, les flashs qu'il nous avait montrés, on se dit, mais il est quand même capable de c'est un compteur. Il me semble qu'à Montréal, il comptait quand même pas mal. Il y avait pas mal de buts pour le nombre de matchs qu'il jouait. Il finissait toujours avec 5-6 buts en 10-12 matchs. Il y avait tout le temps la pédale dans le plancher, mais peut-être que côté... Puis en plus, c'est un sale joueur dans la Ligue américaine. Lui, il était tout le temps des meilleurs scoreurs de la Ligue américaine. Il a fait 71 points en 2018-2019, puis il a fait 50 points à 45 games l'année passée dans le club école de Nashville. C'est ça. Une phrase que Michel Therrien avait dit à l'époque, là, quand il est arrivé pour signer, puis qu'il avait joué, qu'il avait rencontré. Il a dit, le kid, t'es un joueur qui n'a pas été drafté puis qui a été signé, donc il va falloir que tu te prouves plus que les autres. Puis il l'a redit par après, Daniel Carr, que Michel Therrien lui avait dit ça. Et il dit, je pense qu'il a raison. Encore aujourd'hui, je suis encore en train de me battre pour essayer d'avoir ma place dans la ligue.
C'est vrai, ça vient avec. Un choix de première ronde va avoir plus de chances qu'un gars qui a été signé des collèges américains, ça c'est sûr à 100%. Ah oui, parce que les gars qui l'ont drafté veulent bien paraître aussi, veulent garder leur job. Fait que, tout vient avec, c'est un peu plate. Là, mais... C'est vrai, totalement raison là-dessus. Fait que c'est vrai, c'est plate pour lui. Mais... Écoute, c'est à eux autres à sauter sur leur chance quand l'occasion se présente aussi. Là, des Saint-Louis, on en a plein d'exemples des gars qui n'ont pas été draftés, qui ont eu des grosses carrières. Ouais. Exactement. Donc, merci les boys. All right. On peut clore ce podcast SDH pour ce soir. Très intéressant avec notre invité Sylvain Allais. Hey, on a appris pas mal. On va me coucher moins niaiseux. La semaine dernière, Eric Sivigny, Sylvain Allais aujourd'hui. Puis, on travaille sur une grosse entrevue que je ne sais pas, les gars, si vous avez du temps, peut-être cette semaine, ou si on présente ça en pré-enregistrement lundi prochain. Mais ça risque d'être lundi prochain. Là, mais, ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'on dit dans l'entrevue. Si tout va bien, on va avoir une entrevue intéressante pour les auditeurs bientôt. Good. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast La Source du hockey de présentation de Until I'm Done. Toujours 15% de rabais avec le code promo SDH15 à la boutique physique Audis30 ou bien untilimdone.com. Donc, allez-y. C'est l'heure des cadeaux de Noël. Si vous voulez faire vos cadeaux de Noël, c'est le temps. Et puis, on remercie aussi le groupe Air Force pour son support aussi pour le Habs-Bin. Eux qui font des nettoyages de ventilation, des nettoyages d'air climatisé, thermopompe. Donc aussi, avant l'hiver, là, important, quand vous allez rester dans la maison, on veut respirer du bon air. Oui, c'est vrai. C'est clair. Ouais. All right, merci boys. Fait que, écoute, on se revoit là-dessus la semaine prochaine. Yes, sir. En espérant une annonce de la Ligue nationale. On va espérer ça. On veut du hockey. On se croise les doigts. Ouais. That's it. All right. Ciao les boys. Salut.